Ceci est un complément des cours présentiels qui concerne le S4 et le module poésie du XIXe siècle. Je propose aujourd'hui une analyse de la vie antérieure de Charles Baudelaire. Le poème. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques, que les soleils marins teignaient de mille feux, et que les grands piliers droits et majestueux rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques. Les houles, en roulant les images des cieux, mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique, aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues des splendeurs et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs, qui me rafraîchissaient le front avec des palmes et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. L'auteur. Charles Baudelaire est l'un des poètes les plus célèbres du XIXe siècle. Il fut également critique d'art, traducteur, journaliste, et grâce à son style singulier, son imagination inépuisable et son approche esthétique, il a réussi à détenir l'une des places prépondérantes dans l'histoire de la littérature française. Romantique par son lyrisme, Baudelaire est aussi précurseur de modernité et il est à la fois à la croisée des tendances littéraires. La vie antérieure de Charles Baudelaire occupe la deuxième place dans le recueil des Fleurs du Mal. Cet ensemble fut publié en 1857, revu et remanié en 1861. Le poème, objet de notre analyse, se situe au cœur de la section de spleen et idéal, et que le poète résume dans les termes suivants. Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation à Dieu aux spiritualités est un désir de monter en grade. Celle de Satan ou animalité est une joie de descendre. Au fait, tout le recueil des Fleurs du Mal met en exergue la bifurcation de Baudelaire, voire son déchirement, entre les aspirations d'ascension vers l'idéal et sa descente, sa chute, dans la mélancolie et l'ennui qui attise le mal moral nommé spleen. L'observation de la progression de cette section montre que la vie antérieure vient après d'autres poèmes ancrés dans la problématique du mélancolique. À première vue, ce poème se présente comme un sonnet. Pour mesurer le respect de ce poème du canon classique, c'est-à-dire sa conformité avec les règles du vers français, le rappel d'une définition s'avère inutile. S'avère utile. Bernard Dupriez, à titre d'exemple, précise que le sonnet est, je cite, la principale forme fixe de poème en français du XVIe et XIXe siècle. En général, il comporte 2 quatrains à rimes embrassées, puis 2 tercets dont les 6 vers présentent d'abord 2 rimes suivies, puis 4 rimes embrassées. Donc le schéma est le suivant. A, B, B, A, A, B, B, A, C, C, D, E, E, D. Le sonnet français a les 4 dernières rimes croisées. A, B, B, A, B, B, A, C, C, D, E, D, E. Je ferme citation. L'examen de la vie antérieure de Baudelaire permet d'affirmer que ce poème, composé de 14 vers en alexandrin,
se démarque des règles rituelles pour plusieurs raisons. La première, la répartition des rimes dans le poème est irrégulière, puisque le poète suit le schéma suivant: A, B, B, A, B, A, B, C, D, D, et enfin C, E, E. Les vers à rime masculine sont symbolisés ici, comme vous le verrez dans votre document en format PDF, par des lettres majuscules, et les vers à rime féminine par des minuscules. Deuxième remarque. Dans le sonnet régulier, comme l'a précisé fort justement Maurice Gramont dans son célèbre petit traité de versification, la chaîne de rimes se divise en 3 groupes de vers, à savoir 2 quatrains et 1 sixième, composés de 2 tercets qui forment une certaine unité. Contrairement à cela, ce poème permute l'ordre des rimes du sixième. Si dans le schéma observé par les poètes est CC, D, E, E, D, Baudelaire a permuté l'ordre des rimes plates avec celle des rimes embrassées ou croisées. Ainsi a-t-il opté pour l'ordre suivant: C, D, D, C, E, E. Autre remarque à propos de la forme du sonnet, le poète a commencé son sixième par des rimes embrassées et terminé par les rimes plates. Partant de ces considérations, ce sonnet de Baudelaire est irrégulier. Le présent travail va donc montrer, entre autres, ce que le choix d'une telle forme irrégulière a apporté au contenu même du poème. Partant de toutes ces considérations, nous nous proposons dans cette analyse d'approcher et d'accompagner la progression thématique articulée autour de la nostalgie de la vie idéale perdue, le chant du monde ordonnancé, l'exotisme et l'apparition du spleen. Le poème s'annonce comme une expérience vécue ou rêvée, que le poète énonce en première personne sous le signe de la confidence nostalgique. Face à la difficulté de l'être, la seule échappatoire est celle de renouer par l'imagination avec un état de quiétude connu et maintenu au passé d'une façon bien durable. L'étendue temporelle, à la fois prolongée mais épuisée, est attestée par l'usage de l'adverbe longtemps, mis en valeur par l'accent tonique. J'ai longtemps habité. Et par l'emploi du passé composé, dont la valeur est d'exprimer l'accompli. En plus, le lieu auquel le poème réfère, c'est-à-dire les galeries à voûte et s'ouvrant sur un espace découvert, est qualifié de vaste et dénonce déjà le sentiment d'oppression actuel que vit le poète. La vastitude, la grandeur sont reprises par le groupe nominal les soleils marins, qui offrent à partir d'un angle de vue bien étayé un infini céleste qui se reflète sur un autre infini d'ordre liquide. L'incommensurable est tout aussi exprimé par l'adjectif numéral millefeuille. Le troisième vers est consacré foncièrement à la description des piliers des portiques. 3 adjectifs pour qualifier ce terme: grand, droit et majestueux. En réalité, ces adjectifs soutiennent respectivement l'idée de la recherche d'ouverture qui se dégage de l'architecture même des portiques et celle de la quête de la verticalité marquée de tropisme solaire le jour et de recueillement isolé le soir.
L'idée de reflet dissimulé dans le quatrain inaugural est explicitée dès le premier vers de la seconde strophe. Les houles en roulant les images des cieux. Dans ce vers, le mouvement ondulatoire de la mer est à l'image des cieux, alors que les trois autres vers chantent la cadence inouïe, puisque l'harmonie dont parle le poète, ici, allie entre les sons et les couleurs avec un vocabulaire raffiné et parfois abstrait. L'adjectif mystique, l'un des termes les plus forts de ce poème, connote ici, outre son acception religieuse et spirituelle, la puissance de révéler et d'accueillir ce qui est caché, invisible et inaccessible, excepté à l'appréhension et au regard du poète. Effectivement, par la puissance de son imagination et par son aptitude décryptante, seul le poète est capable d'entrevoir et de traduire l'ordonnancement du monde et son accord universel. C'est justement ce que fonde la conception baudelairienne de la poésie. Être poète n'a pas pour but majeur de suggérer uniquement des idées ou des visions, mais de découvrir au moyen de l'imagination inépuisable la beauté ou la réalité supérieure sublime. Et tout élan mystique est une sublimation. Avec le vers numéro 4 de la seconde strophe, aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux, les couleurs du crépuscule annoncent la fin et suggèrent la tombée de la nuit. Ainsi, cette idée entre en résonance avec le mot soir, mis en valeur par l'accent au dernier vers du quatrain inaugural. Enfin, cette harmonie est introduire le spleen. Le premier hémistiche du tercet reprend le titre du poème. C'est là que j'ai vécu, et prolonge l'évocation d'un monde paradisiaque perdu. Le poète continue de regretter ce temps révolu pendant lequel il baignait dans les voluptés. Le renforcement de la quiétude connue s'effectue avec l'ajout de l'adjectif calme. Quant à l'emploi de l'adverbe de lieu là, montre bien qu'il s'agit en partie d'un souvenir véridique, soutenu par les imparfaits déjà employés, qui expriment entre autres la valeur de l'habitude et celle de l'action durable dans le passé. Mais il y a aussi dans ce poème des imparfaits de description. Des éléments sont repris comme l'évocation de la mer et d'autres sont insérés pour la première fois, à l'instar des esclaves nus. Par ailleurs, la césure étant placée juste après l'adjectif nu, met ce dernier en valeur. Alors que le second hémistiche, tout imprégné d'odeur, indique que l'odorat ne fait que surdéterminer la virginité des esclaves. Le terme virginité ici est à saisir dans le sens d'une pureté ni violée ni violentée par le monde civilisé. Ces éléments renvoient à une région issue du sud, marquée par la chaleur et le large. Les régions tropicales bénéficient souvent d'un climat clément et la nudité vient souligner le caractère pur, innocent, voire primitif de la scène. En somme, il y a dans ce tercet un goût patent pour l'exotisme vécu, ce qui est tout à fait à l'opposé de la vie moderne. Je profite de ce dernier tableau
exotique présenté par Baudelaire pour vous rappeler que ces scènes, on peut les trouver dans la peinture de Paul Gauguin. Je continue. Contrairement à la strophe qui lui est contiguë, le second tercet introduit pour la première fois dans ce poème le sentiment de malaise. Le poète semble souffrir de la chaleur, je cite, qui me rafraîchissait le front avec des palmes. À partir du substantif féminin les palmes, faisant référence aux régions tropicales, le malaise du poète peut avoir deux origines différentes. La première attesterait du climat exotique du lieu, la seconde puise son énergie dans le malaise qui n'est rien d'autre que le sentiment du spleen. En prenant conscience du caractère éphémère de ce souvenir, le poète devient donc fébrile. Étant donné que les réalités de l'idéal apparaissent comme souffrance et langueur, le spleen omniprésent dans le quotidien émerge et vient menacer le bonheur éphémère du poète. Ni le songe, ni la fuite provisoire de la réalité ne peuvent garantir une félicité éternelle. Toute une propension s'avère finalement inutile. Le changement inattendu et la chute brutale de l'état de félicité est exprimée par la forme transgressée du cisain dont l'interlance des rimes est intentionnellement permutée. Le spleen omniprésent dans le quotidien vient menacer le bonheur éphémère du poète, car ce songe, fuite provisoire de la réalité, s'estompe au fur et à mesure que la mélancolie reprend forme. Et ce n'est pas un hasard si le spleen naît une fois l'intention du poète est focalisée sur l'horizontalité. Quoique le poème ait opté pour une structure délibérément irrégulière, Baudelaire termine son œuvre selon les règles observées. La chute du sonnet est une chute dans le spleen, tant repoussé par le souvenir et l'évasion de l'imagination. En guise de conclusion, la vie antérieure de Charles Baudelaire, par la splendeur de ses paysages, par ses couleurs rougeâtres, chaudes, symbolisant la vie et la passion, par ses bleus maritimes et célestes, elle fait allusion à l'ascension en quête d'idéal. Alors que les ocres et les couleurs du couchant traduisent la fadeur et la finitude d'un bonheur éphémère et préparent habilement la chute et le spleen. En réalité, le poème ne fait que développer les facettes d'un paysage exotique et d'un idéal éthéré. Les 13 alexandrins qui forment le soleil se compénètrent, excepté le dernier vers de la chute du poème est celle du poète. La destinée du poète est de vivre inéluctablement la double postulation entre un monde idéal où tout est accord, cadence et beauté, et un gouffre fait de langueur et de mélancolie, et où le soin approfondit paradoxalement le secret qui fait souffrir. Indubitablement, ce secret est l'insatisfaction tragique de Baudelaire, qui fait de lui un éternel exilé, aspirant à jamais retrouver un ailleurs. Donc le remède est dans le mal lui-même. Ainsi, les 2 derniers vers à rime suivie résument-ils avec raffinement et ingéniosité
toute la problématique des fleurs du mal, passant enfin du lyrique au tragique. Merci de votre écoute.